Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre, nous allons continuer notre exploration de l'utilisation de Symfony dans le cadre de la création d'une API et on va explorer l'étape inverse à celle que l'on avait vue précédemment. Donc notre objectif c'est de prendre le contenu d'une requête et d'être capable d'obtenir un objet en sortie. Donc c'est l'étape que l'on appelle la désérialisation. Donc c'est le même principe que précédemment, on va avoir d'abord une première étape qui va décoder, qui va convertir ici le JSON sous forme de tableau PHP, et ensuite on aura une étape de dénormalisation qui va prendre le tableau et qui va nous le convertir en objet. Donc pour l'exemple, j'appelle en post cette requête-là et je lui passe un body qui est du JSON. Donc on va déjà créer une méthode séparée dans notre contrôleur d'API. Donc dans mon recipe controller, je vais créer une nouvelle méthode que je vais appeler create, qui sera disponible sur le même chemin que celui du haut. Sauf que là, je vais préciser que cette URL sera appelable avec la méthode get, là où l'autre sera appelable avec la méthode post. Et ça, on va préciser que c'est un tableau. Donc on enlève la partie requirements, et pour cette route, je vais préciser que les méthodes qui sont acceptées, c'est simplement la méthode post. Donc dans la partie create, je ne recevrai rien en paramètre, et je vais avoir besoin justement de créer une recette. Donc je vais récupérer mon objet request, et si j'ai besoin de récupérer le contenu de la requête, je peux faire un request et récupérer le content en faisant un get content. Si j'essaie de réactualiser cette partie API, je vais bien obtenir mon JSON. Si je veux convertir ça sous forme d'objet, je pourrais manuellement faire un JSON décode et ensuite prendre chaque élément dans le tableau et le mettre dans l'objet. C'est un petit peu compliqué. Une autre solution, c'est d'utiliser le processus inverse à celui que l'on a vu précédemment. Donc je vais injecter au niveau de mon contrôleur le service qui correspond à la serializer interface. Alors attention, il n'y a pas de service qui s'appelle deserializer. Ce service-là, il se charge des opérations dans les deux sens. Et là, je peux faire un serializer et j'ai une méthode deserialize. Donc cette méthode, on doit lui passer un premier paramètre, le contenu. Donc moi, je vais lui donner directement le contenu de la requête. En second paramètre, on doit lui donner le type. Donc typiquement, moi je vais lui donner le nom de ma classe. Je vais lui dire essaie d'instancier une classe de type recipe. Et en troisième paramètre, je te précise le format. Donc moi je sais que je traite avec du JSON, donc je fais ça. Et je vais débugger le résultat pour vous montrer de quoi il en retourne. Si je reviens au niveau de mon API et que je renvoie les données, j'obtiens bien une entité de type recipe où il a rempli les champs qu'il a pu. Donc on voit que par exemple le name il n'a pas pu parce que ça n'existe pas, c'était title, donc je vais renommer ça, mais le contenu et la durée a bel et bien été remplis. Si je le souhaite, j'ai aussi la possibilité de remplir dans un objet existant. Je peux ici lui dire, je vais créer une nouvelle recette. Ensuite cette recette, je vais par exemple en profiter pour définir un created@, de base. Donc on va préciser que c'est un datetime immutable, et je vais faire la même chose pour le updated@. Et après, en quatrième paramètre de ce deserializer, je peux lui donner du contexte. Et dans ce contexte, on pourra utiliser les groupes, on va le voir juste après, mais on a une clé particulière qui est le object to populate. C'est une constante qui est normalement sur le abstract normalizer, et elle s'appelle object to populate, voilà. Et pour cette clé-là, on va mettre notre objet. Ce qui fait que plutôt que de créer un tout nouvel objet, il va utiliser cet objet-là et manuellement venir rajouter les propriétés qui sont injectées dans le JSON. Si maintenant je clique sur Envoyer, on voit que ça fonctionne bien. Alors le problème, c'est que par exemple, l'utilisateur, il pourrait rentrer un slug et il rentrerait n'importe quoi. Moi, j'ai pas forcément envie de ça. J'ai pas envie que le slug soit renseigné. Mais comme on l'a vu pour l'étape de normalisation, on a la possibilité d'utiliser des groupes pour choisir qu'est-ce qu'il peut modifier. Donc par exemple, je vais rajouter une clé groups et je vais lui dire que ici, ça serait par exemple recipe.create. Et on va mettre un S pour garder de la cohérence par rapport à ce qu'on en avait fait. Si j'essaie de resoumettre les informations, mon entité n'est absolument pas remplie parce que je n'ai pour l'instant aucune propriété qui a ce groupe-là. Donc si je souhaite que l'utilisateur ait la possibilité de changer ou en tout cas de renseigner le titre, je peux lui dire je rajoute un nouveau groupe ici pour la partie titre. Le contenu, pareil, il peut le créer à ce niveau-là. La partie date de création et date de mise à jour, non, ça on n'a pas le droit d'y toucher. Et cette partie-là, on peut y toucher. Et comme ça me permet de piloter qu'est-ce qu'on a le droit de modifier. Si je clique sur Envoyer, cette fois-ci, j'ai bien le titre, le contenu et la durée. Et les autres champs ne peuvent pas être remplis par l'utilisateur. C'est moi qui pilote les choses.
Dans un cas concret, une fois que j'ai cet objet recette, je pourrais venir utiliser mon validator pour valider que les données soient justes, et si les données sont justes, je pourrais sauvegarder ça en base de données. Donc voilà comment on traiterait une requête rentrante. Mais il faut savoir que vous avez en plus une autre méthode qui permet d'aller encore plus vite. Vous avez la possibilité, directement au niveau de votre fonction, de lui dire ici, j'aimerais bien avoir un objet recette qui sera automatiquement créé à partir des données qui proviennent de l'API. Donc à ce niveau-là, je vais ne plus utiliser ce serializer interface, mais je vais lui dire j'aimerais bien avoir une recette. Et après, on laissera peut-être le created at et le updated at, et on va débugger ce que l'on a dans la recette. Si j'essaie de resoumettre les informations, là, le contrôleur il va complètement paniquer. Il va me dire, le problème c'est que tu me demandes quelque chose qui utilise l'entité recipe, et moi je ne sais pas créer cette entité-là, je ne sais pas d'où tu veux la sortir, parce que, on l'avait vu, les entités ne sont pas dans la partie auto-wiring. Mais on peut rajouter un petit attribut, qui est l'attribut map_request_payload. C'est un attribut qui permet de dire que le payload de la requête, ici notre JSON, va être injecté dans cet objet-là. Ce map_request_payload, il prend en premier paramètre le format que l'on accepte. Par exemple, on peut lui dire explicitement, moi je n'accepte que du JSON, mais par défaut, il peut accepter différents formats. On a aussi une partie serialisation contexte. Donc ça c'est cool parce que on peut utiliser le contexte de serialisation et mettre les groupes comme je l'avais fait ici, pour pas que l'utilisateur puisse mettre n'importe quoi. Donc ça c'est très important. Quand vous permettez à l'utilisateur de créer des objets à la volée, faites bien attention à contrôler ce qu'il peut faire. Maintenant, je vais retirer cette partie-là et on va essayer de resoumettre la page. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens une erreur. Cette erreur, elle est due au fait que par défaut, lorsqu'on va utiliser le map_request_payload, il va en plus automatiquement mettre en place le processus de validation. Donc dans notre situation, pour un des champs, je ne sais plus vraiment lequel, on a un problème et du coup ça déclenche cette erreur-là. Si je modifie les entêtes de ma requête, je vais ici rajouter une nouvelle entête pour dire que moi en fait je ne sais pas traiter de l'HTML, je veux du JSON. Si je resoumets les informations, les erreurs de validation, elles me seront renvoyées directement sous format JSON. Donc là je vois que par exemple le souci c'est le slug. Donc ce que je vais faire c'est que je vais modifier mes groupes pour lui dire que le slug est aussi renseignable. Dans le cadre des formulaires, on avait créé un système avec les événements post-submit et pré-submit. Dans le cas ici où on a envie de gérer ça, dans le map_request_payload, on pourrait rajouter une fonction pour expliquer comment il résout les choses. Une autre solution serait dans notre entité de dire que quand on fait un setTitle, automatiquement on définit le slug s'il n'existe pas déjà. Il y a d'autres astuces comme ça pour remédier à ce problème-là. Mais là, on va aller vers la solution la plus simple, on va rajouter ce groupe au niveau du slug. Donc je remonte à ce niveau-là et je lui dis, quand tu crées une recette, j'accepte que tu définisses le slug. Si l'utilisateur envoie, maintenant ça passe bien et je récupère dans mon contrôleur mon objet recette qui a été correctement hydraté. Et après, je peux faire le reste de mon traitement. Et vous voyez que ça simplifie grandement les choses. Je n'ai plus ici qu'à lui demander une instance de l'Entity Manager Interface. Et après, je peux faire un EM, persiste, persister mon entité, donc c'est ma recette. Ensuite, je lui demande de flush. Ici, je flush. Et je peux lui demander, en retour, de renvoyer un JSON qui correspond à notre recette. Un petit peu comme ce que j'avais mis au niveau de cette partie-là. Donc là, je lui demande de directement renvoyer un JSON avec les données qui ont été sauvegardées. Je resoumets les informations. Et j'ai une petite erreur parce que j'ai supprimé la partie qui renseigne le created at ou autre. Donc là, vas-y, je vais te remettre ça. Et pareil pour le updated at. Si je réactualise la page, cette fois-ci, on a bien notre entité qui a été créée, elle a un nouvel ID et ça nous est renvoyé. Donc cet attribut, il est super intéressant parce qu'il nous permet de directement obtenir un objet qui correspond à ce que l'on attend. Alors là, je l'ai directement câblé sur une entité, mais on peut aussi l'utiliser pour créer des DTO à la volée. Pour vous donner un autre exemple, sur la partie index ici, je m'attendais à obtenir le numéro de page. Donc à ce niveau-là, si je reviens sur la partie liste des recettes, l'utilisateur il peut taper un point d'interrogation page égale -3. Et dans ce cas-là, vu que je lui demandais un entier, on voit qu'il y a un problème. Je peux créer un DTO qui représente les données que j'attends au niveau de la partie pagination. Donc je vais créer un nouveau DTO
et on va l'appeler pagination DTO. Je vais définir un constructeur et je vais lui dire que je m'attends à avoir une propriété publique qui sera en read-only, donc on ne pourra pas la modifier une fois qu'elle sera construite. Ça sera un entier ou nul qui s'appellera page. Donc le nom va correspondre aux paramètres que j'ai ici. Après, je peux rajouter des règles de validation dessus. Par exemple, je vais lui dire ici que je m'attends à ce que ce nombre-là soit positif. Et il ne peut pas être égal à 0. Maintenant que j'ai ce pagination DTO, au niveau de mon recipe controller, dans la partie listing, je peux lui dire que plutôt que de prendre l'objet request, j'aimerais bien avoir un objet qui correspond à mon DTO. Donc là, je lui dis, je m'attends à avoir quelque chose de type pagination DTO, et on va l'appeler pagination DTO. Comme pour la partie où on pouvait faire un map request payload, je peux ici utiliser un map query string. Et automatiquement, il va prendre tous les paramètres qui sont dans la query string, c'est-à-dire tous les paramètres qui sont là, et il va essayer de le désérialiser. Donc dans ce cas-là, il va me créer mon objet en mettant la valeur de page à -3. Vu que j'ai mon système de validation, et que là ça ne fonctionne pas, ça va me renvoyer une erreur de validation directement, où on me dit la valeur doit être positive. Comme ça me permet de contrôler les données, et si je lui demande la page numéro 3, ça me donnera bien les résultats. Donc là, plutôt que d'utiliser mon objet request pour obtenir les choses, je peux directement lui dire « J'ai un objet de type pagination DTO, et ce qui m'intéresse, c'est le numéro de page. » Et au niveau de ce DTO, je peux mettre comme valeur initiale 1, parce que je sais que par défaut, c'est la page 1 que je veux. Voilà. Donc là, ça me permet de supprimer ça et ça. Donc si jamais vous avez besoin de valider des données qui rentrent, que ce soit par l'URL ou par le contenu de la requête, ces deux attributs sont super intéressants. Ils vont se câbler par-dessus le système de sérialisation pour rajouter la logique de validation. Donc ça permet de grandement économiser de code et de garder une sûreté à ce niveau-là. Parce que là, contrairement à tout à l'heure où je pouvais un peu avoir n'importe quoi, je sais que j'ai un objet qui représente les données de pagination, objet que je peux peut-être transférer et envoyer à mes différents services. Donc en termes d'organisation, c'est aussi super intéressant. Autre petit détail, sur le map query string et sur le map request payload, en plus du serialisation contexte, vous avez aussi le validation groups qui vous permet, comme on l'avait vu lors des formulaires, de choisir les groupes de validation à utiliser, si vous voulez mettre des conditions différentes en fonction de la création ou de la modification d'une entité. Enfin, un petit détail, alors encore une fois, c'est quelque chose qui est spécifique à cette version-là. Il y a pas mal d'issues à ce sujet-là et ça devrait peut-être être corrigé dans les versions suivantes. Mais si je retire ici le page égale 1, je vais obtenir une erreur. Pourquoi? Parce qu'il va à tout prix essayer d'instancier cet objet-là et il n'y arrive pas parce que concrètement, il ne trouve pas le query parameter. Donc pour solutionner ce problème-là à l'heure actuelle, je peux lui dire que ce paramètre-là est optionnel. Et dans ce cas-là, il me donnera nul. Ce qui fait qu'à ce niveau-là, je dois utiliser la méthode optionnelle. Donc si j'essaie de faire ça, par défaut, il ne va rien me donner parce que je n'ai pas de query parameter. Par contre, si j'ai un query parameter, par exemple, je lui dis page numéro 1, j'obtiendrai bien mon DTO. Si j'ai un query parameter qui contient autre chose, j'aurai quand même mon DTO. Et ce DTO aura la valeur initiale. Mais en fait, si on n'a pas de query parameter, il n'essaie même pas de faire le map query to string et il plante. Donc c'est pour ça que là, il faut mettre nullable. Il y a des issues qui sont postées pour faire en sorte que, par défaut, il crée un objet vide, même si on n'a pas de query string. Mais à l'heure actuelle, vous devez faire ça. Et là, j'ai quelque chose qui fonctionne. Et vous voyez qu'on a tous les composants nécessaires à la création d'une API. On a le système de sérialisation qui permet de convertir des données sous forme de JSON. On peut piloter les éléments que l'on souhaitera envoyer grâce à un système de groupe, ce qui nous permet de ne pas renvoyer trop d'informations. Et à l'inverse, on a le système de désérialisation qui nous permet à partir d'un contenu de requête d'obtenir les objets qui nous intéressent. Et si on veut gagner du temps, on peut utiliser les attributs map_request_payload et map_query_string pour créer des objets représentant les données qui rentrent dans notre API. Donc il nous reste un dernier petit point que l'on va voir dans le chapitre suivant, c'est le cas de l'authentification. Dans le cadre d'une API, en général, ce que l'on va faire, c'est qu'on va avoir un token et on authentifie l'utilisateur de manière stateless. Donc c'est un processus qui est un petit peu différent et on va voir ça dans le chapitre suivant. Et petit aparté en termes d'organisation, ici on a directement utilisé l'entité avec le map request payload. Moi, ce que je vous conseille de faire en général, c'est plutôt de créer un objet qui va représenter la requête, qui est peut-être plus simple que votre entité, et ensuite de faire l'hydratation dans le contrôleur. Donc moi, j'aime bien plutôt me créer par exemple un create recipe DTO et un update recipe DTO.
Chaque objet va avoir ses propres règles de validation et va être un petit peu plus isolé. Et ensuite, dans mon contrôleur, j'utilise les setters pour faire les choses. Je trouve que c'est un peu dangereux peut-être de directement mapper les données qui proviennent de l'extérieur sur un objet. Ça peut parfois poser des problèmes. Donc voilà pour cette partie-là. Là, vous voyez qu'on a déjà la plupart des composants dont on a besoin pour créer une partie API. On a une partie qui permet de spécifier comment on va renvoyer les résultats grâce à cette partie de sérialisation. Et on a une partie qui nous permet de spécifier et de valider les choses qui vont rentrer, à la fois avec le map query string et le map request payload. Et après, il ne vous reste plus qu'à écrire la logique des contrôleurs, mais là, elle n'est pas forcément spécifique à la partie API. Le dernier point que l'on va voir dans le chapitre suivant, c'est comment gérer l'authentification. Parce que dans le cadre d'une API, ça fonctionne en général différemment que dans le cadre classique. On ne va pas utiliser des sessions, on va plutôt utiliser un token. Donc je vous donne rendez-vous dans ce prochain chapitre.